Des groupes autres des instances ou autres des États, il y a des groupes qui nous sont très importants, comme ESA, comme ESCOA, comme Euromed et autres, les groupes du Sahel et du Sahara. Et donc, avec chaque groupe, il y a un intérêt, un échange pour constituer, et ceci constitue une opportunité pour les deux parties. Docteur Amr Zouhairi, parmi les pays avec lesquels nous avons des échanges importants et des accords importants et des objectifs importants, que ce soit en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine ou aussi concernant des investissements au niveau du pétrole et autres, ce sont les pays du bassin de l'Euromed. Ce sont des partenaires, c'est un groupe qui constitue un partenaire important. À votre avis, quelles sont les principales caractéristiques reliant nos relations avec les groupes de l'Euromed? Je pense que tout le groupement dans la politique internationale est très important parce qu'il représente la culture des zones qui regroupent les pays participants à ce regroupement. Donc la Méditerranée, c'est une longue histoire et tradition, et au même titre que l'Afrique. Et l'Égypte a le privilège d'avoir plusieurs cultures qui s'additionnent sans créer un problème identitaire profond. Au contraire, c'est une source de force et de caractère du pays. Donc, ce que vous avez mentionné au niveau du bilatéralisme et multilatéralisme est très important, notamment si on y va tous dans le sens du développement de l'Afrique. L'Afrique, prochain continent, qui devrait, après l'Asie, dans les 20-30 années dernières, qui ont démontré un développement considérable et incomparable avec le développement des autres continents, avec tout le respect qu'on a pour les autres continents, mais c'est une question des forces, des chances qui se présentent. Au même temps que, par exemple, il y a une chance aujourd'hui de créer la paix soit en Palestine ou dans d'autres conflits qui sont bloqués. Et comme la présence des entreprises américaines en Égypte, c'est une chance pour eux, comme elles sont une chance pour nous, comme le marché égyptien il est ouvert, donc une chance pour tout investisseur sérieux d'un pays qui pourrait remplir les cahiers des charges de projets nationaux. L'avenir devrait démontrer plus de coopération, notamment avec les pays de Méditerranée. Et je renvoie à Brodel, pas uniquement Brodel, et tous les penseurs qui ont pensé la Méditerranée en étant le berceau de l'humanité, avec la culture notamment pharaonique, romaine et grecque, qui ont été la base de l'humanité moderne qui a conduit vers l'humanisme, la philosophie des Lumières et l'humanisme, etc. Donc la Méditerranée, c'est pas uniquement une mer ni un espace qui relie des pays entre eux, c'est un espace de culture partagée à travers les rives de la Méditerranée, à travers une culture devrait partager au niveau de l'huile d'olive qu'on le trouve à Alexandrie, on le trouve en Italie, on le trouve au passage, on félicite les Italiens de les efforts considérables et la persistance et la bravoure d'hier. Donc cela, on les félicite de tout notre cœur. Et la même chose, on trouvera cela en France, en sud de la France, sud de l'Espagne. Il y a le partage d'une longue histoire. Et également même d'histoires de religion monothéiste. Cela a été en quelque sorte lié et relié aux Méditerranée. Donc, tout effort dans le cadre de ce regroupement
étatique et politique, elle est bienvenue, elle devrait être culturelle plus que étatique, je pense. Ça devrait être au niveau de la population, d'échange de culture et on peut dire une invitation à se connaître l'un l'autre. Les agences de notation des instances financières internationales, telles le Fonds monétaire international, ont estimé que l'Égypte était le pays émergent le plus important au niveau économique, notamment à la lumière de la pandémie, étant donné que nous avons gardé notre taux de croissance et nous avons gardé notre notation. À votre avis, quels sont les éléments qui ont fait que cette économie s'est stabilisée en dépit de la pandémie ? Ce qui a aidé à cette stabilité qui existe dans l'économie égyptienne aujourd'hui, déjà le courage des travailleurs et travailleuses de l'Égypte au niveau de la productivité des usines, etc. La deuxième chose, et tout cela sous caution de l'épidémie, donc ce qui était bien, et sous caution également de l'arrêt du tourisme comme source principale du budget égyptien. Donc les Égyptiens ils ont montré de la résistance, de la persévérance et de l'audace pour arrêter cela. Mais pour prendre des taux plus ambitieux, ce serait avec le retour des secteurs qui ont été à l'arrêt, notamment le secteur du tourisme qui a été pendant des décennies, dans des siècles passés, la source principale ou une des sources principales du budget égyptien. Et donc on aura une marge d'amélioration à ajouter à ce que nous sommes en train de réaliser. Déjà, c'est plus un encaissement du choc plus qu'une démonstration d'une production assez élargie. Mais il faut continuer ce que nous sommes en train de faire et persister et résister cela et avec tout ce qui l'épidémie pourrait présenter de variants, delta, etc. Et ainsi de suite. Nous avons un plan ambitieux, un plan africain pour l'Égypte 2030 et 2063, un plan qui regroupe tous les petits groupes africains ainsi qu'un échange important avec les États, des routes, qui implique une zone de libre-échange, qui implique un pont d'entente entre les pays africains et les pays arabes, les pays africains et les groupes industrialisés les plus importants. À votre avis, qu'est-ce qui caractérise quelles sont les caractéristiques les plus importantes? Qu'est-ce qui caractérise nos échanges avec l'Afrique? Je pense que le plan de développement égyptien, ce qui le provoque et ce qui le motive principalement, ce serait d'établir un développement durable en Égypte. Ça, c'est en premier. Si vous regardez à la carte du monde, vous verrez que la moitié des pays arabes, ils sont africains, à peu près. Au niveau même de la superficie qu'autre chose. Donc, réalisation d'un développement africain, c'est un plus pour l'ensemble de la population africaine. Et ce qui, par exemple, m'étonne en les décisions, par exemple, prises par l'Éthiopie pour avoir tout le temps des décisions unilatérales concernant tout ce qu'ils prennent en ce qui concerne le Nil, la fleuve en commun. Par exemple, si par exemple on prenait le temps de repenser cela et l'analyser et faire un plan de développement presque plus complet, plus total, cela pourrait avancer les choses et multiplier la vitesse et la rapidité qui pourraient se réaliser en Afrique. La vitesse du développement réalisé en Afrique
pourrait se multiplier. Parce que ce qui est par exemple, choquant au niveau des essais ou de la décision principale éthiopienne de remplir le barrage, par exemple, unilatéralement, la décision, c'est de mettre en menace le projet égyptien de développement en créant de nouvelles villes. Ce n'est pas le moment de le faire avec unilatéralisme. Si on ira penser au moment qu'il ne faut pas penser chacun pour soi, parce qu'il faut éviter à tout prix une désertification nouvelle pour d'autres continents, d'autres places dans le monde, notamment en Afrique. Donc il faut aider un développement qui pourrait être et qui devrait être un pilier d'un développement total et global pour le continent africain. Parmi les projets ambitieux de l'Égypte en particulier, c'est la nouvelle capitale administrative qui est en cours de construction. Et dans ce sens, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inspecté dimanche l'usine régionale de la société, d'une société électrique dans la ville de Badr, accompagné des ministres de l'électricité et de l'énergie, Mohamed Chakir, et du commerce et de l'industrie, Nivin Gamer. Donc nous avons plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a jugé impératif de finaliser tous les projets en cours d'exécution dans la capitale administrative selon les calendriers fixés. Dr Madbouli a tenu ses propos dimanche lors de son inspection de l'usine régionale de la société Schneider Electric dans la ville de Badr. Il a été accompagné des ministres de l'électricité et de l'énergie, Mohamed Chakir, et du commerce et de l'industrie, Nivin Gamer. Lors d'une réunion tenue au siège du Conseil des ministres dans le quartier gouvernemental, dans la nouvelle capitale administrative, Dr Madbouli a indiqué qu'aucun retard ne serait toléré dans ces projets. Au terme de cette réunion, M. Madbouli a inspecté plusieurs chantiers et projets dans la capitale administrative. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attachement de l'État à soutenir et à stimuler les investissements du secteur privé en Égypte, louant les capacités avancées de l'usine régionale de Schneider Electric et le rôle efficace de l'usine dans de nombreux grands projets mis en œuvre en Égypte. Le marché égyptien reste prometteur et dispose de nombreuses opportunités qui encouragent les entreprises à augmenter leurs investissements, a ajouté Dr Madbouli. L'usine régionale, donc il faut souligner le terme régional, l'usine régionale de la société Schneider Electric dans la ville de Badr, qui est à 20 km de la nouvelle capitale administrative. Voilà, une usine, ça sera là le siège d'une usine régionale et pas seulement locale desservant le pays. Donc il y a un étendu des investissements de manière à ce que l'Égypte devienne un hub ou devienne un quartier général. Sans doute, c'est logique parce qu'avec la population égyptienne de à peu près 100 millions d'habitants, même plus, il y aurait à peu près en permanence un besoin d'électricité, sans doute. Et avec les projets à venir, avec de mettre le réseau électrique avec d'autres pays en lien, donc notamment avec la Jordanie et l'Irak, et également Bechtel, elle travaille en Irak par exemple, et même il faut saluer les efforts de Schneider, de la société Schneider en Égypte. Donc cela devrait être dans un plan global de l'électricité pour éviter un manque d'électricité. C'est quelque chose de très important pour avoir comme vous dites, des hubs ou des endroits principaux de distribution d'électricité sur le niveau continental et régional. C'est très important et ça devrait se réaliser avec une multitude d'expériences internationales
pas uniquement en se basant sur un seul fournisseur de technique ou de système, mais avec plus de diversité possible pour éviter un arrêt probable dans la continuité des fournitures d'électricité. Le monde entier opte pour l'environnement, la préservation de l'environnement, la biodiversité, le recours à l'énergie propre et nouvelle. À votre avis, quel est le sort de l'énergie, si on peut le dire, dans les quelques années qui viennent? Il y a vraiment une grande sensibilisation vis-à-vis de l'usage des produits en plastique, par exemple. Au niveau de l'énergie ou de l'environnement, vous voulez? L'énergie et l'environnement sont liés étroitement parce que l'énergie a causé quand même des dommages quant à l'environnement. Oui, bien sûr. Toute la question, c'est comment gérer l'énergie d'une sorte de soit le moins nuisible possible à l'environnement. C'est ça la question. Par exemple, vous avez évoqué au niveau des bouteilles plastiques, etc. Malheureusement, au niveau du recyclage, c'est le meilleur de ne pas utiliser le plastique. Parce que même au niveau du recyclage, il faut ajouter de plastique nouveau avec un faible pourcentage de plastique recyclé. Donc l'équation, elle est très compliquée, mais il faut responsabiliser toute la population et à partir d'un très jeune âge pour que chacun prenne en considération que la propriété dans la rue, c'est sa responsabilité. La propriété autour de lui, c'est sa responsabilité. Et ainsi de suite. Et si chacun ferait cela, il n'y aurait pas un problème qui pourrait choquer ni un touriste qui est en visite en Égypte, ou même ni un concitoyen qui visite des bidonvilles, malheureusement, qui existent au Caire. Par exemple, à titre d'exemple, le président courageusement essaie d'éradiquer cela, mais c'est un fait qu'on ne peut pas nier et qui va prendre du temps pour en finir avec des solutions radicales, parce qu'il faut développer le niveau culturel également pour fournir un meilleur avenir avec des inspirations pour la jeunesse, pour aider chacun de ces jeunes de trouver ou retrouver sa voie. Et cela demande un travail en équipe au niveau du gouvernement, au niveau de la population dans la rue pour avoir cette responsabilité qui devrait être ancrée dans l'éducation et en école. Monsieur Amr Zouhairi, vous êtes journaliste à Al-Ahram. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons passé en revue les éléments de nos relations économiques, l'économie égyptienne dans sa diversité, dans son ambition, dans la mesure où le temps de l'émission l'a permis, nos relations avec les groupes, avec les différents États, différentes régions. Et évidemment, le monde entier réfléchit à l'heure actuelle ou pense en matière de région, en matière de travail collectif, de cohérence. Et ce n'est plus l'individualisme de chaque État compte tenu des dommages dont on a vraiment été sensibilisé ou desquels on a été sensibilisé vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du climat et vis-à-vis de la sauvegarde ou non de la biodiversité. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.